Ma femme m'a quitté, moi et nos 2 enfants, pour un barista de 26 ans, et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'elle ne s'est même pas sentie coupable parce qu'un groupe de femmes sur Internet lui a dit que c'était un acte d'émancipation. Je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans, et je n'aurais jamais pensé être ce type assis seul dans ce qui était notre chambre conjugale, essayant de comprendre à quel moment précis mon mariage s'est transformé en une publication Instagram sur l'amour de soi radical, mais nous y voilà. Valérie n'est pas partie parce qu'elle ne m'aimait plus, elle est partie parce qu'elle s'est laissée convaincre qu'être mère et épouse signifiait qu'elle s'était perdue elle-même, et apparemment, se retrouver signifiait abandonner tout ce que nous avions construit ensemble en 13 ans. Je ne suis pas là pour chercher de la pitié ni pour la démolir, j'ai juste besoin d'évacuer tout ça parce que ce qui s'est passé ces 2 dernières années a été si surréaliste que parfois je me réveille en pensant que c'était une sorte de cauchemar tordu. Nous avions 2 enfants qui ont maintenant 11 et 13 ans, une maison dans un quartier résidentiel sympa en banlieue, des emplois stables, le genre de vie qui ne fait pas des histoires intéressantes lors des dîners entre amis mais qui semblait solide et réel. Je suis chef de projet dans le BTP et Valérie travaillait à mi-temps comme graphiste freelance depuis la maison, et nous avions notre petite routine comme n'importe quelle autre famille. Je pensais que tout allait bien, peut-être pas des feux d'artifice tous les jours, mais bien de cette manière confortable qui vient avec des années de vie commune. Il y a environ 2 ans, Valérie a commencé à dire qu'elle ne savait plus qui elle était et, au début, je me suis dit que c'était juste le stress ou qu'elle avait besoin d'un passe-temps, alors je lui ai suggéré de reprendre la peinture comme elle le faisait à la fac. Elle m'a regardé comme si je venais de lui suggérer d'apprendre à jongler avec des tronçonneuses et m'a dit que je ne comprenais pas, qu'elle ne parlait pas de loisirs, elle parlait de son identité. Je ne comprenais pas, elle avait raison sur ce point, mais j'ai essayé d'écouter et de la soutenir parce que c'est ce qu'on fait quand son partenaire va mal. Elle a commencé à passer plus de temps en ligne, rejoignant ces groupes de femmes sur les réseaux sociaux, lisant des articles sur l'éveil du féminin sacré et les structures patriarcales. Et écoutez, je suis tout à fait pour la solidarité féminine, mais quelque chose dans ces groupes semblait différent, elle ne parlait pas de carrière ou d'égalité salariale ou de choses concrètes, elle disait que le mariage lui-même était un piège, que la maternité était une construction sociale conçue pour supprimer le potentiel féminin et que les femmes devaient toujours se choisir en premier. Valérie a commencé à utiliser des phrases qui semblaient sortir tout droit d'un livre de développement personnel écrit par quelqu'un qui n'avait jamais eu à gérer de vraies responsabilités, disant qu'elle se réappropriait son récit et refusait d'être définie par les rôles que les autres lui donnaient. Chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle disait que je méprisais son cheminement. Le point de bascule est arrivé quand elle a rejoint ce qu'elle appelait un collectif d'auto-guérison féministe, qui, pour autant que je puisse en juger, n'était que 6 femmes qui se réunissaient 2 fois par semaine dans un café du centre-ville pour parler de leur oppression. Je veux être clair, je ne me moque pas du féminisme, je parle spécifiquement de ce groupe qui ressemblait plus à un club de soutien pour des gens cherchant la permission de dynamiter leur vie. L'une des femmes du groupe avait récemment quitté son mari, une autre était séparée, et elles semblaient toutes se nourrir des histoires de libération des unes et des autres, comme si elles étaient en compétition pour voir qui rejetterait le plus fort la vie traditionnelle. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez se faire aspirer par quelque chose en vous sentant totalement impuissant pour l'arrêter? C'est ce que j'ai ressenti pendant ces mois-là. Valérie rentrait de ces réunions rayonnantes d'une énergie presque maniaque, parlant de percée et de prise de conscience, et quand je demandais ce qu'elle réalisait précisément, elle restait vague et disait qu'elle apprenait qu'elle comptait, ce qui me troublait toujours parce que je n'avais jamais pensé qu'elle ne comptait pas. Nos enfants ont commencé à remarquer que maman était différente, elle était physiquement présente mais émotionnellement ailleurs, et ma fille m'a demandé un soir pourquoi maman avait l'air triste tout le temps, ce qui m'a brisé le cœur parce que Valérie n'était pas triste, elle était juste tellement prise par cette idée de découverte de soi qu'elle avait cessé de voir les gens juste devant elle. Puis Théo est entré en scène. Honnêtement, je n'y ai pas prêté attention au début, il avait 26 ans, travaillait comme barista au café où son groupe se réunissait, avait tout le style artiste avec le chignon masculin et les t-shirts de groupe vintage, et Valérie l'a mentionné quelques fois comme quelqu'un qui comprenait son côté créatif. Je n'étais pas inquiet parce que je lui faisais confiance et aussi parce que Théo semblait être exactement le genre de mec qui ne voudrait jamais la responsabilité d'une vraie relation, mais j'avais sous-estimé à quel point l'idée de recommencer à zéro peut être séduisante quand quelqu'un vous répète que votre vie actuelle vous freine. Valérie a commencé à rentrer plus tard après ces réunions, disant qu'elle faisait du réseautage avec d'autres designers, et je l'ai cru parce que pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous avions 13 ans de mariage, 2 enfants et un crédit immobilier, on ne jette pas ça pour un barista avec une licence de philo. Mais elle s'éloignait d'une manière impossible à ignorer, elle a arrêté de demander comment s'était passée ma journée, a arrêté de s'intéresser aux événements scolaires des enfants, a arrêté d'être présente au dîner.
Quand je l'ai finalement confrontée à ce sujet, elle m'a dit, « Je ne peux pas continuer à vivre pour tout le monde, je dois vivre pour moi. » Je me souviens d'être resté debout dans notre cuisine en pensant que prendre soin de sa famille n'est pas vivre pour tout le monde, ça s'appelle juste être un adulte, mais je n'ai rien dit parce que je voyais qu'elle cherchait la bagarre, cherchait une raison de me peindre comme le méchant. Le soir où elle m'a annoncé qu'elle partait, elle n'a pas crié, ni pleuré, ni présenté d'excuses, elle a juste dit très calmement, « Je me choisis, Laurent. Ce n'est pas à propos de toi ou des enfants, c'est à propos de moi étant enfin honnête sur mes besoins. » Et quand j'ai demandé ce qu'il en était des besoins de nos enfants, elle a dit qu'il comprendrait un jour, qu'il la remercierait de leur avoir montré ce que signifie être authentique. Je suis resté là à la regarder faire sa valise avec cette sensation de nausée dans l'estomac, pas encore en colère, juste cette confusion écrasante sur comment nous en étions arrivés là. Elle a emménagé avec Théo 3 jours plus tard, elle n'a même pas pris son propre appartement, elle est passée directement de notre maison familiale à son minuscule studio au-dessus d'un disquaire. Les enfants ont demandé où était maman et je leur ai dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ce qui était la vérité même si ce n'était pas toute la vérité, et mon fils qui avait 11 ans à l'époque a demandé « Est-ce que c'est à cause de nous ?» Et j'ai dû les asseoir tous les deux pour leur expliquer que parfois les adultes font des choix qui n'ont pas de sens mais que ce n'est jamais la faute des enfants, jamais. Valérie est passée la semaine suivante pour voir les petits et elle a amené Théo avec elle, ce qui m'a fait l'effet d'une gifle, mais j'ai gardé mon calme parce que les enfants regardaient, et elle l'a présenté comme son ami qui l'aidait à traverser une période difficile, comme si c'était moi la période difficile. J'ai vu le visage de ma fille quand elle a vu cet inconnu dans notre allée et j'ai vu le moment exact où elle a compris que tout avait changé, que maman ne reviendrait pas, que c'était la nouvelle réalité. Valérie a commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos de son voyage intérieur, ses longues légendes sur le fait de se libérer des attentes sociétales et de choisir l'amour de soi radical, et ses amis du groupe commentaient avec des éloges sur sa fierté et son rayonnement, pendant que j'étais à la maison à préparer les plats pour la semaine, à aider aux devoirs et à essayer d'expliquer à deux enfants confus pourquoi leur mère s'était choisie elle-même plutôt qu'eux. Avec du recul, je vois tous les signes avant-coureurs que j'ai manqués, la façon dont elle a cessé de parler de notre avenir ensemble, la façon dont elle parlait de sa vie au lieu de notre vie, la façon dont elle a commencé à voir chaque responsabilité familiale comme un fardeau au lieu d'une simple partie de la vie de parents. Mais sur le moment, je continuais de penser que c'était juste une phase, qu'elle en sortirait une fois qu'elle réaliserait ce qu'elle était en train de gâcher. J'avais tort, elle ne faisait que commencer et je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Le premier mois après le départ de Valérie a été le plus dur, pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je devais devenir deux parents du jour au lendemain tout en faisant semblant que tout allait bien se passer. J'ai pris en charge les routines du matin, les trajets pour l'école, les vérifications des devoirs, les rendez-vous chez le médecin, les réunions parents-profs, tout ce travail invisible que Valérie gérait pendant que j'étais au travail, et j'ai réalisé assez vite que je n'avais aucune idée de tout ce qu'elle faisait avant qu'elle ne décide que plus rien de tout ça ne comptait. Ma fille a commencé à faire des cauchemars où sa mère l'oubliait, mon fils est devenu silencieux et renfermé d'une manière qui m'effrayait, et je passais mes soirées à rechercher des pédopsychologues tout en préparant les déjeuners de la semaine parce qu'il n'y avait littéralement pas assez d'heures dans une journée. Valérie envoyait occasionnellement des SMS pour demander comment allaient les enfants, envoyant des messages disant qu'elle pensait à eux et leur envoyait amour et lumière, ce qui sonne bien jusqu'à ce qu'on réalise que l'amour et la lumière n'aident pas pour les devoirs de maths et n'expliquent pas pourquoi maman ne vient pas au spectacle de l'école. Elle programmait des visites puis annulait à la dernière minute parce que Théo lui avait fait la surprise d'un week-end ou parce que le groupe d'auto-guérison organisait un atelier spécial, et chaque fois que je devais dire aux enfants que maman ne pouvait pas venir encore une fois, je regardais un petit morceau de leur espoir mourir. Quelque chose m'a dit que je devais commencer à garder une trace de tout, pas parce que je prévoyais déjà une action en justice, mais parce qu'un instinct me disait que ça pourrait compter plus tard. J'ai tenu un calendrier simple marquant les jours où elle devait visiter et les jours où elle venait réellement, j'ai sauvegardé chaque SMS où elle annulait ou reportait, j'ai noté chaque fois que les enfants demandaient après elle et ce que je leur disais, juste les faits, pas de commentaires, juste la vérité de ce qui se passait. Des mois après son départ, Valérie m'a appelé, semblant plus excitée que je ne l'avais entendue depuis des années, parlant vite de nouveaux départs et de recommencements symboliques, et puis elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai rien dit pendant un long moment parce que je faisais le calcul dans ma tête, réalisant qu'elle était tombée enceinte très rapidement après avoir emménagé avec Théo, et quand j'ai finalement demandé si elle était sûre de ça, elle a dit « Ce bébé est un symbole de ma renaissance, Laurent. C'est moi créant la vie selon mes propres termes. » J'avais envie de lui faire remarquer qu'elle avait déjà créé la vie selon ses propres termes 2 fois et que ses enfants me demandaient tous les soirs quand elle rentrerait à la maison, mais je l'ai juste félicitée et j'ai raccroché.
Le groupe d'auto-guérison lui a organisé une fête, postant des photos sur les réseaux sociaux de Valérie rayonnante avec une couronne de fleurs, parlant d'énergie féminine divine et du pouvoir de se choisir soi-même, et je regardais ces photos en pensant à ma fille qui s'était endormie en pleurant la veille parce qu'elle pensait que maman ne l'aimait plus. Continueriez-vous à soutenir quelqu'un qui célèbre sa nouvelle vie tout en ignorant les enfants qu'elle a laissés derrière elle? Parce que son soi-disant système de soutien l'a fait. Théo a commencé à s'éloigner vers son 7e mois de grossesse, on pouvait le voir sur les photos que Valérie postait, il était là mais pas vraiment là, se tenant légèrement à l'écart, vérifiant son téléphone, ressemblant à un gars qui venait de réaliser que les idéaux sur la liberté et la découverte de soi ne paient pas les couches. Valérie a commencé à poster moins sur la libération et plus sur les défis de se préparer pour un bébé, cherchant des recommandations pour des berceaux abordables et demandant si quelqu'un connaissait des emplois en télétravail à temps partiel compatibles avec une grossesse. Et le groupe d'auto-guérison est devenu mystérieusement silencieux dans les commentaires. Personne n'offrait d'aide pour les fournitures de bébés, personne ne se portait volontaire pour organiser une baby shower, elles étaient toutes très favorables à l'idée de ces choix mais apparemment pas à leur réalité. J'aurais dû me sentir vengé, mais je me sentais juste fatigué en regardant cette femme avec qui j'avais passé 13 ans réaliser lentement que le féminisme d'Instagram ne paie pas les factures d'électricité. Elle a contacté ses parents pour demander une aide financière et ils lui ont dit qu'ils seraient heureux d'aider leurs petits-enfants, c'est-à-dire nos 2 enfants, mais qu'ils n'allaient pas financer sa nouvelle vie avec un gars à peine plus vieux que leur neveu. Ce que Valérie a pris comme une trahison et elle a posté un long truc sur la façon dont la société punit les femmes pour leur honnêteté. Le bébé est né au bout de 12 mois, un garçon, et soudain Valérie faisait face à la réalité d'un nouveau-né dans un minuscule appartement avec un partenaire qui avait décroché émotionnellement et un système de soutien qui s'était évaporé au moment où une aide réelle était nécessaire. Elle a commencé à m'appeler plus souvent, pas pour parler de nos enfants, mais pour se plaindre de Théo, de comment il ne prenait pas ses responsabilités, de comment elle se sentait seule, de comment ce n'était pas ce qu'elle pensait que ce serait, et j'écoutais parce que c'est ce que je fais, mais je n'ai jamais offert de solution parce que ce n'était plus mes problèmes à résoudre. Mon avocat me disait depuis des mois que je devrais demander la garde principale, que j'avais plus qu'assez de documentation montrant que j'étais le parent stable, mais j'hésitais encore parce que je ne voulais pas être le type qui utilise les tribunaux contre son ex. Je voulais que Valérie prenne ses responsabilités d'elle-même, mais elle ne le faisait pas, elle gardait à peine la tête hors de l'eau, manquant encore plus de visites, arrivant en retard quand elle venait, l'air épuisé et distrait, et mes enfants devenaient anxieux chaque fois qu'ils étaient censés la voir parce qu'ils ne savaient jamais si elle viendrait vraiment. J'ai finalement déposé une demande de garde exclusive 14 mois après son départ, pas par vengeance, mais par nécessité parce que mes enfants avaient besoin de stabilité et ils ne l'obtenaient pas d'elle. La procédure judiciaire a été étonnamment directe, mon avocat a présenté le calendrier des visites manquées, les SMS montrant les annulations, la documentation prouvant que je gérais chaque aspect de la vie des enfants pendant que Valérie se concentrait sur son voyage, et son avocat n'avait pas grand-chose à opposer à part des arguments sur le fait qu'elle traversait une période de transition et méritait de la clémence. Le juge aux affaires familiales a regardé les preuves, a regardé Valérie, lui a demandé directement combien de ses visites programmées elle avait réellement honorées au cours des 6 derniers mois, et quand elle n'a pas pu donner une réponse claire, j'ai vu son expression changer. Il m'a accordé la résidence principale des enfants avec un droit de visite pour Valérie un week-end sur 2, et elle est sortie de la salle d'audience comme si elle avait été giflée. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 semaines après l'audience, et quand elle l'a finalement fait, ce n'était pas pour s'excuser ou demander des nouvelles des enfants, c'était pour me dire, tu me punis pour m'être choisi, Laurent. Tu utilises le système pour me faire du mal. Et je me souviens avoir pensé que je n'avais besoin de rien utiliser pour lui faire du mal, elle le faisait parfaitement bien toute seule. Théo est parti 1 mois après l'audience pour la garde, il a juste déménagé pendant qu'elle était au travail, laissant un mot disant qu'il ne pouvait plus faire ça, qu'il ne pouvait pas être responsable d'un enfant qui n'était pas le sien et d'une petite amie qui se noyait dans le regret déguisé en émancipation. Et Valérie m'a appelé en sanglotant, vraiment en sanglotant pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, elle a demandé si elle pouvait venir, a dit qu'elle avait besoin de parler, et je lui ai dit, on peut parler des enfants n'importe quand, mais si tu as besoin de quelqu'un pour gérer tes drames relationnels, ce n'est plus mon travail. Le groupe d'auto-guérison avait complètement disparu à ce stade, plus de réunions, plus de commentaires de soutien, juste le silence des femmes qui l'avaient encouragée quand elle dynamitait sa vie mais n'avait rien à offrir quand elle vivait dans les décombres. Voici ce que j'ai appris en regardant tout cela se dérouler, quand les gens construisent leur identité autour du rejet des responsabilités, ils attirent d'autres personnes faisant la même chose, et quand la réalité frappe, tout ce système de soutien s'effondre parce qu'il n'a jamais été construit sur quelque chose de réel au départ, il était construit sur la validation mutuelle de l'évitement.
Valérie a déménagé dans un appartement moins cher, a recommencé à travailler à temps plein par nécessité, a trouvé une garde pour son bébé et a lentement commencé à essayer de reconstruire une sorte de relation avec nos enfants, venant plus régulièrement pour ses visites, leur demandant vraiment des nouvelles de l'école et de leur vie. Mais le mal était fait, notre fille était polie mais distante, notre fils était sur ses gardes, et ils savaient tous les deux à un certain niveau que j'étais celui qui avait été là tout le long. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau à cette époque, une femme rencontrée par le travail nommée Sophie, rien de sérieux au début, juste des cafés et des conversations avec quelqu'un qui ne traînait pas des années de bagages, et c'était étrange de rire à nouveau, d'avoir une conversation d'adulte qui n'était pas à propos de planning de garde ou de visite manquée. Je ne l'ai pas dit à Valérie et je n'ai certainement pas présenté Sophie aux enfants pendant des mois parce que je voulais être sûr, je voulais les protéger de toute instabilité supplémentaire. Puis Valérie a découvert que je voyais quelqu'un, je ne sais pas comment, peut-être des amis communs ou peut-être qu'elle a vu quelque chose sur les réseaux sociaux, et c'est laquelle m'a contacté pour demander à me voir en disant « Il faut qu'on parle Laurent, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas mais j'ai besoin que tu m'écoutes. » J'ai regardé ce SMS pendant un long moment avant de répondre et j'ai réalisé quelque chose d'important, elle ne comprenait toujours pas, même après tout ça, elle pensait encore que tout tournait autour d'elle. J'ai rencontré Valérie dans un café 6 mois après le départ de Théo, terrain neutre parce que je ne voulais pas d'elle chez moi et elle ne voulait pas de moi chez elle, et quand elle est entrée avec l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni pitié, juste ce constat plat que nous étions des étrangers maintenant. Elle a commandé un thé qu'elle n'a pas bu et a passé les 5 premières minutes à s'excuser, pas pour être partie, pas pour avoir abandonné nos enfants, mais pour la façon dont les choses avaient tourné, comme si la fin de notre mariage était une sorte de catastrophe naturelle que personne n'aurait pu empêcher au lieu d'une série de choix qu'elle avait fait délibérément. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, fait beaucoup d'introspection, et elle voulait que je comprenne qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne, qu'elle essayait juste d'être fidèle à elle-même. Et j'étais assis là à penser à toutes les fois où notre fille demandait si maman l'aimait encore pendant que Valérie était fidèle à elle-même avec un type de 26 ans. Elle a dit que le départ de Théo avait été un réveil, qu'elle avait réalisé qu'elle poursuivait une idée au lieu de faire face à la réalité, et qu'elle voulait faire mieux, voulait être meilleure pour nos enfants, voulait que je voie qu'elle essayait. Je lui ai dit que je voyais qu'elle essayait et que c'était bien pour les enfants, que des visites régulières et une présence réelle dans leur vie étaient ce qui comptait. Et elle m'a regardé comme si j'avais manqué le but de tout ce qu'elle venait de dire. Puis elle en est venue à la vraie raison pour laquelle elle voulait me voir, demandant s'il y avait une chance, une possibilité que nous puissions réessayer, pas se remarier tout de suite évidemment, mais peut-être recommencer, y aller doucement, voir si nous pouvions reconstruire ce que nous avions. Je l'ai fixé un long moment en essayant de comprendre si elle était sérieuse, et quand j'ai réalisé qu'elle l'était, je lui ai demandé pourquoi elle pensait que je voudrais ça, pourquoi elle pensait que 13 ans de mariage et 2 enfants n'étaient pas un essai suffisant, pourquoi elle pensait que je serais intéressé à être son plan B maintenant que son aventure avait échoué. Elle s'est mise sur la défensive immédiatement, disant que ce n'était pas comme ça, disant qu'elle ne me demandait pas de la sauver, elle demandait si je croyais encore en notre famille. Et je lui ai dit, je crois en nos enfants, Valérie. Je crois en mon rôle de père pour eux, mais toi et moi, c'est fini depuis que tu t'es choisi toi-même. Elle a commencé à pleurer alors, pas le genre de pleurs manipulateur, mais le genre sincère qui vient quand on comprend enfin qu'on ne peut pas défaire ce qu'on a fait, et elle a dit que j'étais sans cœur, que je la punissais pour avoir été honnête sur ses besoins. Je me suis penché en arrière et j'ai dit que je ne la punissais pour rien, je ne me portais juste pas volontaire pour être blessé à nouveau, et qu'il y a une différence entre une punition et des limites. Elle a évoqué les enfants, disant qu'ils méritaient d'avoir leurs 2 parents ensemble, qu'une famille intacte était meilleure pour eux, et je lui ai rappelé que c'était elle qui avait décidé qu'une famille intacte ne suffisait pas, que c'était elle qui avait choisi de tout faire sauter parce que des femmes sur Internet lui avaient dit qu'elle était opprimée. Valérie a changé de tactique alors, essayant une approche différente, disant que les tribunaux étaient injustes envers les mères, que le système était conçu pour punir les femmes qui ne rentraient pas dans les rôles traditionnels, que j'avais utilisé mes privilèges pour lui enlever ses enfants. Je l'ai laissé finir et ensuite j'ai très calmement exposé les faits, comment elle avait manqué plus de 60% de ses visites programmées les 6 premiers mois, comment elle avait annulé pour les anniversaires des enfants, comment elle avait été tellement concentrée sur sa renaissance qu'elle avait oublié qu'elle avait déjà 2 humains qui avaient besoin d'elle, et je lui ai demandé quelle partie de tout ça relevait de l'injustice du système par rapport au fait qu'elle ne se présentait tout simplement pas. Elle n'avait pas de réponse à ça, elle est juste restée assise à me regarder comme si j'étais censé l'absoudre, censé lui dire que c'était bon et qu'on fait tous des erreurs et qu'on n'a qu'à aller de l'avant. Mais j'avais fini de l'absoudre.
l'arrangement de garde est resté tel qu'il était, et au cours des mois suivants, Valérie a effectivement commencé à venir plus régulièrement, passant du temps avec les enfants, s'intéressant à leur vie, étant présente dans les petites choses qui comptent, mais elle n'a jamais cessé de me regarder comme si j'étais le méchant de son histoire. J'ai présenté Sophie aux enfants à cette époque, 8 mois après le début de notre relation, et ils l'ont aimée parce qu'elle n'en faisait pas trop, n'essayait pas d'être leur mère, les traitait juste comme des personnes et laissait les relations se développer naturellement. Sophie est ingénieure en génie civil, stable et calme et tout ce que Valérie n'était pas, et elle comprenait que les enfants passaient d'abord, que construire la confiance prend du temps, qu'on ne peut pas précipiter la guérison. Valérie l'a appris et m'a envoyé un long texto disant que je la remplaçais, que je montrais à nos enfants que les gens sont jetables, que je modélisais des schémas relationnels malsains, et je n'ai pas répondu parce que s'engager avec ce niveau de projection semblait inutile. Les enfants se sont adaptés lentement, ils avaient leur routine avec moi, leur temps prévu avec Valérie, leur vie avançait comme la vie des enfants le fait avec une résilience remarquable quand on leur donne de la stabilité. Notre fille a recommencé le football, quelque chose qu'elle avait arrêté quand Valérie est partie parce qu'elle était trop anxieuse pour se concentrer sur quoi que ce soit. Elle a regardé marquer son premier but avec moi et Sophie l'encourageant depuis la touche m'a semblé être une petite victoire contre tout ce qui avait essayé de la briser. Notre fils a commencé à s'ouvrir davantage, parlant de ses sentiments, traitant ce qui s'était passé avec l'aide du thérapeute que j'avais trouvé, et il m'a dit un jour qu'il comprenait maintenant que les choix de maman n'étaient pas à cause de lui, n'étaient à cause d'aucun de nous, qu'ils étaient à propos d'elle, et j'étais fier de lui pour avoir compris ça à 13 ans, même si ça me brisait le cœur qu'il ait eu à le faire. Valérie a continué son récit sur les réseaux sociaux, postant sur les défis de la coparentalité avec un ex difficile, sur la façon dont la société punit les femmes pour avoir choisi l'authenticité, sur les biais des tribunaux familiaux, et ses quelques amies restantes du groupe d'auto-guérison commentaient des choses encourageantes tout en n'ayant aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Elle ne postait jamais sur les visites qu'elle avait manquées, ne mentionnait jamais pourquoi la garde avait été attribuée de cette façon, ne reconnaissait jamais qu'elle avait choisi un homme qu'elle connaissait à peine plutôt que ses propres enfants, c'était toujours à propos de ce qu'on lui avait fait, jamais de ce qu'elle avait fait. J'ai croisé une de ses amies de ce groupe au supermarché une fois, et elle m'a lancé ce regard de pur jugement, comme si j'étais l'homme qui avait écrasé l'esprit d'une femme, et j'ai voulu lui raconter toute l'histoire, mais je ne l'ai pas fait parce que les gens croient ce qu'ils veulent croire et j'étais fatigué de me défendre. Que auriez-vous fait à ce moment-là? L'auriez-vous confronté avec la vérité ou auriez-vous laissé couler? J'ai choisi ma paix plutôt que de faire mes preuves devant des inconnus. Sophie et moi nous sommes fiancés 2 ans après avoir commencé à sortir ensemble, rien de dramatique, juste une demande tranquille à la maison, et quand je l'ai dit aux enfants, ils étaient excités de cette manière prudente qu'ont les enfants quand ils ont appris que les bonnes choses peuvent disparaître. Valérie l'a appris par les enfants et m'a appelé en colère, demandant comment je pouvais tourner la page si vite, comment je pouvais amener une autre femme dans la vie de nos enfants, comment je pouvais juste la remplacer comme si elle n'avait jamais compté. Et je lui ai dit, je ne te remplace pas, Valérie. Tu as fait ça toi-même quand tu as décidé qu'être leur mère ne suffisait pas. Elle a dit que j'étais sans cœur, a dit que je ne l'avais jamais vraiment aimé si je pouvais passer à autre chose aussi facilement. Et j'ai dit, je t'ai aimé pendant 13 ans, je t'ai aimé à travers chaque version de toi-même que tu m'as montrée, mais je ne vais pas t'aimer à travers la version qui abandonne nos enfants, c'est là que je trace la ligne. C'était la dernière vraie conversation que nous avons eue, tout ce qui a suivi n'était que logistique, planning et information sur les enfants, polis et distants comme des étrangers coordonnant des responsabilités partagées. Les enfants vont bien maintenant, ils ont leur thérapie, ils ont leur routine, ils ont un père qui est présent et une belle-mère qui est gentille et une mère qui visite les week-ends et essaie à sa propre manière limitée. Valérie poste encore parfois sur son cheminement, sur les leçons apprises, sur le prix de l'authenticité, mais elle n'admet jamais tout à fait ce qu'elle a réellement fait, ne prend jamais tout à fait l'entière responsabilité, laisse juste entendre qu'elle a payé un lourd tribut pour avoir été vraie avec elle-même. Elle a toujours son bébé avec Théo, l'élevant seul, travaillant à temps plein et gérant la vie de mère célibataire qu'elle pensait d'une manière ou d'une autre ne pas être difficile. Et je me demande parfois si elle a jamais fait le lien, si elle a jamais réalisé que ce qu'elle fuyait était exactement ce avec quoi elle a fini, juste avec moins de soutien et plus de jugement. Je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne, vraiment pas, je pense que c'est quelqu'un à qui on a vendu un mensonge sur ce que signifie la liberté, et le temps qu'elle comprenne que c'était un mensonge, elle avait déjà tout brûlé. Mais comprendre les erreurs de quelqu'un ne signifie pas se porter volontaire pour en vivre les conséquences, et je l'avais déjà fait pendant 13 ans. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, parce que j'ai eu 2 ans pour y penser, le véritable amour n'est pas une question de grands gestes,
de se trouver soi-même ou de se choisir en premier, c'est d'être présent les jours ennuyeux, c'est de faire la vaisselle et d'aider aux devoirs et d'être là quand votre enfant fait un cauchemar, c'est de construire quelque chose ensemble au lieu de constamment chercher ce qui vous manque. Valérie pensait être courageuse en se choisissant elle-même, pensait se libérer de l'oppression, mais tout ce qu'elle a vraiment fait, c'est échanger un ensemble de responsabilités contre un autre tout en perdant les personnes qui comptaient vraiment. L'ironie est qu'elle a fini exactement là où elle avait commencé, une mère qui travaille et gère le train-train quotidien d'élever un enfant, sauf que maintenant elle le fait seule sans le système de soutien qu'elle a détruit. Elle a dit qu'elle s'était choisie, l'a dit comme si c'était un acte révolutionnaire, et peut-être que dans son esprit ça l'était, mais moi j'ai choisi nos enfants, j'ai choisi d'être le parent qui est resté, qui s'est présenté, qui a fait le travail peu glamour de les élever réellement. Et en regardant ma fille rire au dîner, mon fils faire ses devoirs sans anxiété, la vie que nous avons construite à partir des décombres qu'elle a laissés derrière elle, je sais quel choix valait la peine d'être défendu. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire n'est pas de fuir vos responsabilités, c'est de rester et de les honorer, c'est d'être la personne sur qui vos enfants peuvent compter quand tout le reste s'effondre, et c'est la leçon que j'espère que mes enfants retiendront de tout ça, pas que leur mère était en tort ou mauvaise, mais que la vraie force vient de l'engagement, pas de la fuite quand les choses deviennent difficiles.